pense que c'est un travail d'équipe. C'est une véritable démarche démocratique qui est en train de se réaliser là. C'est pour ça que même quand on parle de coup d'État, moi je parle de restauration de l'État. Il y a une parabole que j'utilise toujours. Si quelqu'un est nommé pour conduire un bus à une destination, mais emmène ce bus dans le ravin, il est du devoir des passagers d'intercepter le conducteur qui conduit mal, de le mettre de côté et de mettre quelqu'un d'autre à la place. On appelle ça restaurer le chemin. Je ne crois pas à la logique des coups d'État. Et ceux qui nous disent que les coups d'État, c'est négatif pour la démocratie, de quelle démocratie parle-t-il? La démocratie vendue par l'Occident, où une petite caste suit une autre caste en haut, puisqu'elle a été cooptée. C'est vrai qu'on a observé dans certains pays une adhésion finalement à ce que l'on appelle les coups d'État dits démocratiques. Mais c'est pour le salut des peuples. Et j'ai cette question qui concerne justement le rôle des armées africaines, que l'on dit, que l'on présente comme très faible finalement, pas assez structurée. Comment est-ce qu'il faut comprendre le fonctionnement de ces armées aujourd'hui? Alors, elles ne sont pas faibles. Elles sont remplies d'entités courageuses, d'hommes courageux, de femmes courageuses. Mais la réalité est que ces armées ont été sous-armées, désarmées pendant très longtemps, parce que l'Occident a besoin d'occuper les espaces. Et pour occuper l'espace, il faut que les forces militaires en présence ne soient pas armées suffisamment pour se défendre elles-mêmes, pour agir elles-mêmes. Donc elles ont besoin d'avoir des dirigeants, des cadres qui soient là pour les accompagner, pour les aider dans un certain nombre de situations. Et la présence des armées occidentales permet de sécuriser l'accès aux ressources dans bon nombre de pays, puisqu'on sait que nos terres regorgent de ressources minières illimitées en réalité. Et donc c'est dans ce cadre-là que les choses se déroulent. Mais aujourd'hui, on le voit avec le Burkina. Il y a une démarche où même si l'armée n'est pas suffisamment armée, mais il y a un volontarisme qui fait qu'ils sont capables d'arriver au bout, petit à petit, de leurs objectifs. Moi, je ne crois pas à la puissance de l'arme en tant que telle, je crois à la volonté de l'homme. On a vu, durant la guerre du Vietnam, que des gens qui étaient extrêmement sous-armés par rapport à l'armée la plus puissante du monde, qui était l'armée américaine, il y a bien évidemment d'autres mécanismes sous-jacents qui ont contribué à cette situation, mais la défaite de l'armée américaine a été due, avant toute chose, à la volonté de la population vietnamienne. Et je crois en ce principe-là. Une volonté maladive de souveraineté entraîne toujours une capacité à la transcendance, au dépassement, et donc à la possibilité de pouvoir obtenir des résultats que on ne pensait pas possible au départ. Et pour conclure là-dessus, il y a un effet domino qui... Clairement, et qui, je le dis comme je le pense, part d'une ingénierie sociale qui a commencé il y a un certain nombre d'années. Et c'est ce que les gens n'ont pas voulu comprendre. L'élite occidentale est en train de comprendre aujourd'hui, que par arrogance et par mépris, elle n'a pas senti que depuis un bout de temps, ça bouillonnait dans l'esprit d'une grande partie de la société civile africaine, une volonté de rupture avec le schéma que l'Occident, la démocratie libérale que l'Occident nous avait vendu fallacieusement, en trouvant toujours quelques petites marionnettes à placer en haut, à la tête de nos États, sans que le peuple se reconnaisse dedans. Ce travail a été fait depuis longtemps par différentes entités, des mouvements citoyens, le nôtre, d'autres, qui ont compris l'impérieuse nécessité à la fois de changer de schéma géopolitique, de diversifier les partenariats et de réinjecter dans le cœur des citoyens la logique de la citoyenneté et de la souveraineté et du patriotisme. Et en insérant la logique de la panafricanité, comme je l'exprime dans mon dernier ouvrage, Philosophie de la panafricanité fondamentale, on a été capable de rappeler aux gens qu'il n'y a rien de plus important que l'autodétermination de nos populations. Et ce qui se passe là aujourd'hui est la résultante de cela. Et le château de cartes ne va faire que continuer. Et ça va contaminer le plus d'endroits possible, clairement et simplement. Même ceux qui se pensent être les plus intouchables. Alors, le Niger, c'est vrai, c'est une actualité suivie de près ici à Saint-Pétersbourg, où se déroule donc le deuxième sommet Russie-Afrique qui vous amène ici. Vous étiez présent lors de la première édition. Selon vous, quels sont les enjeux de cette deuxième édition? Je pense que les enjeux sont encore plus importants cette année que l'édition précédente, pour la simple et unique raison que lors de l'événement à Sotchi, il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine qui était présente. Il n'y avait pas de bouleversement géopolitique comme il y en a actuellement. Aujourd'hui, la Russie, je le dis toujours, est dans une période de son existence où elle a encore plus besoin d'un partenariat sincère et réel avec l'Afrique qu'auparavant. Nous n'oublions pas, parce que nous avons une longue mémoire, qu'à une certaine période, la Russie du président Vladimir Poutine ne voyait pas une impérieuse nécessité de travailler avec les Africains. À un moment donné, le président Poutine a même cru qu'il pouvait collaborer avec l'Occident lors de son premier mandat. Il a vu que ce n'était pas possible. Il s'est à un moment donné renfermé beaucoup plus sur lui-même, sur ses acquis, sur ses appuis. Et lorsqu'il y a eu l'accentuation de tentatives de déstabilisation de l'OTAN,
il s'est retrouvé là où il se retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire il est obligé de regarder quels sont ses véritables amis. Et je pense que l'Afrique a tout à gagner de savoir avec lucidité, sans être dans l'aveuglement, parce qu'en politique, il n'y a pas vraiment d'amis, il y a surtout des intérêts, a tout à gagner à savoir jouer de toutes les opportunités possibles pour tisser des partenariats réels, sincères, pas simplement sur les histoires de présence militaire, parce que comme le dit, j'aime beaucoup la démarche du président Ibrahim Traoré au Burkina Faso, on est assez grand pour se défendre. Ce qu'on a besoin, c'est de matériel. Ce qu'on a besoin, c'est aussi de transfert de technologie. Ce qu'on a besoin, c'est d'armes. D'accord? Et il y a beaucoup de choses que l'on peut faire ensemble. Mais il faut que le président Poutine comprenne que la nouvelle génération ne va jamais accepter, nous n'accepterons jamais, que le nouvel ami, même si en réalité les Russes soviétiques hier sont des amis de longue date, mais utilisent les mêmes procédés qu'auparavant, que les autres, les entités occidentales, pour essayer d'avancer à nos côtés. Alors justement, comment vous ressentez les choses? Parce qu'il est question ici, en tout cas, de mener des axes de réflexion concernant la souveraineté économique du continent africain, la souveraineté alimentaire, et puis, vous l'avez mentionné, le transfert des technologies, c'est un point extrêmement important pour le continent africain, surtout qu'on se souvient que lorsqu'il y a eu des partenariats menés avec la Chine, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Est-ce que, au niveau du transfert du savoir-faire, et est-ce que vous pensez que la Russie va tenir ses promesses? Alors, moi déjà, j'ai toujours du mal quand on parle de souveraineté à ce que cette souveraineté soit discutée loin de nos réalités. C'est une question africaine, la souveraineté alimentaire. Pour ça, j'étais très gêné quand j'ai entendu le discours du président de l'Union africaine. On est au XXIe siècle, on a toutes les céréales possibles chez nous. Moi-même qui vous parle, j'en vends dans mes entreprises, je vends un certain nombre de céréales locales. Si on veut s'en sortir nous-mêmes, on est capable de le faire. Et donc j'ai du mal toujours que dans des sommets internationaux, on soit dans une démarche de mendicité vis-à-vis de l'extérieur. Nous sommes une génération qui ne veut plus mendier. On veut se prendre en charge, s'autodéterminer. Il peut y avoir de la coopération, il peut y avoir exact. Ça, c'est autre chose. Soutien. Ça, c'est autre chose. Soutien ne veut pas dire cooptation, ne veut pas dire qu'on... Et donc, dans ce que j'ai entendu, ça n'allait pas dans le sens, à mon avis, de ce que bon nombre d'Africains, jeunes ou moins jeunes, veulent. Ça, c'est la première chose. Souveraineté économique, ça aussi, c'est une question profondément interne à l'Afrique. Et je pense que d'ailleurs, on a laissé pendant un temps les autorités en Afrique francophone prendre leurs responsabilités, notamment en Afrique de l'Ouest, sur la question du franc CFA. Ils devaient réunir les critères de convergence pour qu'on puisse aller vers la monnaie éco de la CEDEAO. Pour l'instant, silence radio. Je l'ai dit et je vous redis à l'antenne, ça sera un scoop ici. On va relancer d'ici quelques temps aussi les activités liées à la volonté de changement du franc CFA en ayant un taux de change flexible arrimé à un panier à devises. Donc, la question de la souveraineté économique, c'est nous. C'est une question interne à l'Afrique. Par contre, sur le transfert de technologie, évidemment que la Russie a atteint un stade qui fait que on a besoin d'avoir des amis qui comprennent la nécessité de collaborer avec nous sur ce sujet. Ils seront gagnants. Si on réussit à se développer technologiquement parlant, ils seront gagnants aussi parce que quelqu'un qui aide une autre entité à se relever, lorsque l'entité reste debout, elle se souviendra de la personne qui l'a aidé. Donc, on est dans cette logique-là. Il y a énormément de choses à faire sur ce terrain. Et je pense que la Russie a un savoir-faire qui devrait être important. Mais on sera, encore une fois, on n'est plus à l'âge du Père Noël. On ne croit pas les belles déclarations. Ce que l'on veut, c'est la matérialisation des paroles. Plus que jamais, c'est ça qui compte. Et justement, à ce niveau-là, quel bilan vous faites du partenariat russo-africain, de cette dynamique de développement que souhaite instaurer depuis plusieurs années? Bon, il y a eu le Covid, c'est vrai. La Russie, notamment en Afrique francophone, par exemple, que vous connaissez bien. Bon, ce qui est sûr, c'est que la seule chose sur laquelle on peut parler de l'efficience du partenariat, à mon sens, c'est sur le partenariat militaire. Depuis que les autorités russes ont déployé leurs forces, peu importe le nom qu'elles donnent à ces forces-là, même s'il y a des critiques à avoir. J'ai une distance critique sur, par exemple, ce qui se fait du côté de la Centrafrique. Je suis un peu moins enflammé sur ce qui se passe en Centrafrique que ce qui se passe au Mali. Mais il y a du mieux comparativement à la période où c'était la France qui était censée être le partenaire. Maintenant, je dis aussi attention, parce que c'est de la même façon quand on parle de la lutte contre le djihadisme, où les mercenaires payés par on ne sait qui pour contribuer à la déstabilisation de nos États. Attention aussi à ne pas faire de confusion entre les terroristes et les endroits où les terroristes se réfugient. Parce qu'on ne va pas tuer, et c'est là où moi j'ai une distance critique profonde dessus, il y a des peuples parfois qui sont pris en otage par des forces terroristes
les forces terroristes se mêlent à certaines populations peules, et quand maintenant la résistance s'organise... C'est toute la difficulté d'ailleurs de lutter contre l'insécurité. Ça a toujours été ça la stratégie de ces terroristes. Donc c'est pour ça que ce n'est pas facile de faire une critique dessus, mais je dis attention, parce que ça risque d'être instrumentalisé par les ennemis de la souveraineté africaine pour dire, vous voyez, le partenariat entraîne qui sont dans une démarche de tuer les peuples. Et je vois d'ailleurs que le président favori de l'oligarchie française, en l'occurrence le président Alassane Ouattara, ce ne sont des propos qui n'engagent que moi, a fait une initiative, soi-disant, pour se poser en protecteur des Peuls. Or, ceux qui doivent être les protecteurs des Peuls, ce sont les Africains dans leur globalité. Mais je dis que le problème doit être de cibler les véritables ennemis. C'est un exercice extrêmement difficile. On fait confiance aux FAMA, aux forces militaires maliennes qui sont extrêmement courageuses pour faire le travail avec dignité et efficacité, ne pas laisser l'ennemi, l'impérialisme occidental, contribuer à la division pour une nouvelle fois régner. Alors, vous allez participer à un panel qui vous tient à cœur ici. Ça concerne l'éducation, la coopération continentale en faveur d'une éducation efficiente. Parlez-nous du message que vous allez livrer et puis d'abord, que peut apporter la Russie à ce niveau. Alors, la première chose, ce que nous devons apporter, c'est, sans spoiler ce que je vais dire demain, mais c'est comprendre que un peuple qui n'a pas la connaissance de lui-même ne pourra pas être capable de tenir dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. On est dans un monde de bipolarisation où il y a d'un côté une volonté hégémonique d'occidentalisation et de l'autre côté, il y a des entités qui résistent à ce cyclone de l'occidentalisation en étant appuyées sur leurs racines. Il faut qu'on soit capable de revoir aussi nos programmes scolaires, nos programmes éducatifs en Afrique, puisque les histoires qu'on apprend à 90% du temps sont les histoires des entités coloniales, beaucoup plus que nos histoires et nos humanités classiques. Et il y a un aîné dont on parle que trop peu, qu'on connaît que trop peu malheureusement, je trouve. Et je passe une salutation à sa femme qui est une amie, paix à son âme, le professeur Kalala Omutunde, qui a fait un gros travail à son époque sur les humanités classiques. On n'était pas d'accord sur tout, mais ça restait quelqu'un qui, à mon sens, trop méconnu, qui a fait un grand travail pour que la connaissance de nous-mêmes puisse être enracinée plus que jamais dans le cœur de millions et des millions et des millions d'Africains. C'est un travail qui doit être effectué et c'est quelque chose que nous, on s'engage plus que jamais, à côté de notre démarche politique, à propager. Vous ne pouvez pas demander à, une entité qui a appris l'histoire de son adversaire de penser par lui-même. Il va être dans un processus d'aliénation, être étranger à soi-même. C'est ce processus-là. Et c'est ce qui fait qu'on a aujourd'hui une intelligentsia malade que l'oligarchie française utilise à foison à chaque fois, ce qu'elle appelle des intellectuels qui sont en réalité des schizophrènes, qui ont été formatés dans un paradigme opposé en réalité à leur ontologie et qui les fait penser autrement que la manière dont ils devraient penser en fonction de leurs propres intérêts.